Bonjour et bienvenue pour un nouveau leak Android Leaks, je suis Benjamin Monjoie. Et je suis Yannick Lemain, bonjour. Alors Yannick, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons parler de tests unitaires. Test unitaire? Mais qu'est-ce donc? Eh ben, on va en parler. On va tout expliquer, tout ou presque. Mais avant ça, je crois que tu voulais introduire un truc. Ouais, voilà, donc en fait, on a eu une proposition d'un de nos auditeurs qui nous demandait de faire des petites chroniques, et on s'est dit que c'était une bonne idée, jusqu'à présent on n'avait pas trop d'idées de chroniques. Et récemment, j'ai rencontré un problème en développant un truc que je me suis dit que ça pourrait servir, et donc on s'est dit, voilà, pourquoi pas faire une chronique sur des problèmes qu'on a rencontrés récemment et qui pourraient éventuellement aider les gens, donc juste des petits bouts de bribes de vie de tous les jours. Mais c'est une bonne idée, ça, dis donc. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je vais parler d'un problème qu'on a eu récemment. Je crois que ça doit remonter à un mois, un truc comme ça. Donc on a un recycler view avec un cursor qui avait plein d'objets. Et donc quand on faisait des tests en staging, ça marchait très très bien. Et en production, on avait des gens chez qui, quand on faisait des get colonnes et des get index, ça leur tournait des -1 alors que la colonne existait bien. Juste rapidement, histoire de recadrer un peu le truc, rappelle ce que c'est un curseur, s'il te plaît. Ouais, donc un En tout cas, curseur, en que gros, toi, ce qui tu se passe, entends c'est par que curseur. quand on fait une query sur une base de données, en fait, SQLite va créer un curseur, en fait, donc c'est un pointeur vers un espace en mémoire qui contient le résultat de votre query. Et donc on peut déplacer ce curseur donc sur les lignes. Il faut imaginer ça un peu comme un grand tableau Excel. Hein. Donc c'est vraiment comme une base, enfin une table de base de données habituelle. Hein. Donc on a des lignes et des colonnes. Et donc le curseur va se placer sur une ligne. Et donc on peut soit bouger, en disant next, soit on peut dire va à telle position. Et une fois qu'on est à la position, on doit dire ok, maintenant je vais récupérer telle colonne. Et donc en gros on fait get colonne index et on lui passe la string de la colonne, ou alors on la connaît, directement on dit 0, 1, 2, 3, 4, et on dit voilà get long, et ça nous retourne le long qui se trouve à la colonne intel. Donc c'est un itérateur malin pour base de données. Voilà, c'est bien dit comme ça, voilà. Et donc du coup ce qui se passait c'est que nous on testait, on n'avait aucun souci, et de temps en temps on avait en fait des trucs qui nous retournaient -1, donc on disait donne-moi la colonne intel, et il nous disait la colonne est -1. On comprenait pas bien pourquoi. Et en fait, on s'est rendu compte que le problème, c'est que quand on va trop vite dans ce curseur, qu'on lui demande trop de données, en fait, on atteint une taille limite qui est de 2 mégas. En fait, c'est un android.r.integer, je mettrai le lien dans les show notes vers cette valeur. Et donc c'est 2048 2 mégas, 2048 kilooctets. Et dès qu'on va trop vite et qu'on dépasse ce truc-là, en fait, il retourne les mêmes erreurs que d'habitude quand il trouve pas la colonne, quoi. Et donc notre problème, ouais. Non, j'allais dire, donc ça veut dire que ton curseur, quand tu lui demandes, quand t'arrives sur une ligne, il va garder ces infos-là en mémoire. Donc chaque fois que tu fais un next, il va garder les infos précédentes en mémoire, c'est ça? Non, c'est quand on y accède. Donc en fait, là, le problème que nous on avait, c'est que on chargeait tout l'objet à chaque fois. Donc en fait, on avait un diffutils dans le recycler view pour savoir comment on a toujours d'ailleurs, pour voir comment les objets ont changé dans le recycler view. Et du coup, on passait dans tout le curseur de manière très très rapide. Et on arrivait en chargeant toutes les données dans l'objet, on arrivait à cette limite. Et on s'est rendu compte que, en fait, si on ne faisait pas ça, ou si on lui laissait le temps, ça marchait. Donc je suis pas bien sûr, donc si des auditeurs savent mieux que moi, et je suis sûr qu'il y en a, comment ça marche, n'hésitez pas à nous le dire. Mais donc on s'est rendu compte que quand on allait trop vite dans ce tableau, en fait, on arrivait très vite à la limite de cette mémoire, donc je suppose que le curseur n'arrivait pas à libérer la mémoire, et donc il crashait. Donc la solution qu'on a trouvée, en fait, c'est, pour la comparaison, on compare vraiment que des toutes petites données. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de souci, il arrive à charger ce qu'il faut sans exploser la mémoire. Et quand on charge les plus grosses données, etc., alors là, on a des plus petits curseurs en fait qu'on charge. Et on est assez étonné puisqu'au final, les curseurs, ça sert normalement à gérer des grandes bases de données, des grands trucs. Et au final, ça nous a un peu explosé la figure, quoi. C'est intéressant. Et du coup, quand vous vous êtes rendu compte du problème, donc je suppose qu'il y avait toute une série de retours des utilisateurs qui disaient les gars, ça va pas. Non, en fait, on a eu des crashs en fait. Et ce qui était un peu embêtant, c'est que dans notre gestionnaire de crash, il ne montrait pas les warnings, donc on avait que les crashs habituels qui disent vérifier que le curseur est bien initialisé, etc. alors qu'il l'était. Donc on s'était dit, comme on swap des curseurs, on faisait peut-être qu'on faisait un close trop tôt, on a essayé de synchroniser tout le truc, on n'arrivait pas à régler. Et en fait, c'était dans les warnings qu'on a vu cette erreur qui disait que la mémoire était de plus en plus courte et qu'on est arrivé à ces 2 mégas. Et c'est un post sur Stack Overflow qui nous a aidé
à trouver ce problème, quoi. Ah, merci Stack Overflow, encore une fois. Hein. Toujours merci Stack Overflow. Et donc, quand vous avez compris le problème et que vous avez essayé de trouver une solution, en tout cas essayé sans doute de le reproduire, comment est-ce que vous avez procédé? Auriez-vous par hasard utilisé des tests unitaires? Pour les curseurs, non, parce que les curseurs, dans le cas d'Android, c'est des classes qui sont dans le package Android .jar, et donc du coup, les tests unitaires sont un peu plus chiants avec ça. Donc là, non, pour tester, on a juste loadé des très grands nombres de données, et y arrivé, je crois, à 3-4 000 objets, il a commencé à cracher, donc c'était assez facile à reproduire. Donc on aurait pu reproduire avec des tests fonctionnels, dont on parlera plus tard, mais ça aurait peut-être pas été très utile de reproduire juste pour reproduire... Par contre, voilà, pour les tests unitaires, on en a bien d'autres. On va parler de ça après, peut-être, si tu as envie de partager une expérience récente qui te serait arrivée. Certainement. Non, je dirais, moi, il n'y a rien qui m'arrive. Non, je n'ai rien à partager. Ok. Bon, du coup, voilà, on va passer au test unitaire, alors. Passons au test unitaire. Vas-y, comme tu expliques bien mieux que moi, je vais te laisser présenter ce que c'est, et puis je vais déjà beaucoup parler. Voyons, je n'explique pas bien mieux que toi. Donc... Non, mais les tests unitaires, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça m'amuse. Et j'estime que c'est extrêmement important. Donc moi, je pense que le mieux, c'est déjà de commencer par le commencement. Parce que souvent, c'est par là qu'on commence. Et c'est peut-être bien une bonne idée. Donc, on va commencer par, justement, un petit peu définir des termes. On va commencer peut-être par expliquer ce que c'est un test unitaire. Alors, si tu veux bien, toi, est-ce que tu peux, toi, me donner ta définition du test unitaire? Alors, un test unitaire, c'est... un morceau de code qui va tester la plus petite partie du code possible de ton code. Donc, en règle générale, je pense qu'il faut peut-être définir ce que c'est qu'un test. Donc, un test, c'est quelque chose à laquelle on va donner des données de départ et qui doivent arriver à des données finales, et on va vérifier que les données de départ valent les données de départ arrivent bien au résultat qu'on s'attend à obtenir au final. Donc l'exemple le plus débile qu'on puisse donner, c'est l'addition. Donc c'est-à-dire que si je connais les deux côtés de l'addition, je connais la valeur que ça doit avoir. Donc si je dis que 2 plus 3 égale 5, jusque-là, je pense que ça c'est bon. Attends, 1, 2, ouais, c'est ça. Ok, ça tient sur ma main, c'est bon. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, je sais mes valeurs de départ c'est 2 et 3, et ma valeur finale c'est 5. Donc du coup, à chaque fois, je vais pouvoir lui dire, à chaque fois que je te passe 2 et 3, ça doit valoir 5. Et si ça vaut pas 5, il va y avoir une exception, et à ce moment-là, donc notre test a raté. C'est ça. Donc en gros, il y a deux termes assez importants dans test unitaire, je trouve, c'est test et unitaire. Je trouve que c'est relativement important. Donc le test, tu viens de très bien l'expliquer. L'unitaire, tu l'as aussi expliqué bien, mais un peu trop brièvement, je trouve. Alors, je vais juste le redire. Je vais essayer de le redire autrement, parce que c'est pas facile. Mais le côté unitaire du test unitaire, c'est vraiment pour pousser le fait que c'est extrêmement unique et indépendant, et ça n'a aucun impact sur quoi que ce soit. Donc, ça vit tout seul. En tout cas, c'est ma définition. Enfin, c'est ma définition. C'est ma définition de la chose, personnelle. Donc, vraiment, le côté unitaire, c'est complètement indépendant. Et en théorie, c'est très petit. En tout cas, l'unité à tester doit être relativement compacte, et en tout cas relativement unitaire. Si on suit les principes de programmation qu'on aime bien, comme par exemple la Single Responsibility Principle, dans ce cas-là, on va tester vraiment une chose à la fois. Donc, d'où le côté vraiment unitaire de la chose. Test. Donc, un test unitaire, c'est un logiciel, c'est un programme. C'est un programme qu'on écrit. Donc, on écrit du code pour tester du code. C'est bizarre. Ça fait un peu Inception, quand même, quelque part. Est-ce que tu testes tes tests unitaires? C'est une excellente question. Eh bien, figure-toi que ça m'est déjà arrivé de faire des tests unitaires qui testent des morceaux de mes tests fonctionnels. Ok, ouais, là c'est... Mais là, ça va très très loin. Et peut-être que c'était pas nécessaire, mais moi ça me faisait marrer. Ok, c'est peut-être pathologique à ce niveau-là. Ouais, je crois aussi. Non, c'était un soir où j'avais vraiment rien d'autre à faire, et ok, et un peu trop je me suis perdu quelque part. Mais c'était comique. Mais en théorie, non. Tu vas pas tester tes tests unitaires, non. Mais par contre,
tes tests unitaires ont plutôt intérêt à être bien écrits parce que sinon tu testes mal et du coup tu risques d'avoir des mauvais, en tout cas des résultats qui ne sont pas sains et de ce fait, si tu utilises tes résultats pour te baser sur le fait que c'est ça qui dit que ton code est fonctionnel, voilà, si tes tests sont mal écrits, à ce moment-là, ton résultat est incorrect et de ce fait tu te bases sur des fausses, sur des mauvaises, des mauvaises assumptions. Qui ne se dit pas du tout en français, n'est-ce pas? Quel est le mot de assumption en français, s'il te plaît? Bien sûr. On est mauvais en français, mauvais en français. Pourtant j'essaye, je fais un effort, mais là, assumption... Voilà, c'est ça. Donc, supposition. Voilà, c'est ça, supposition. Donc, si on se base sur des mauvaises suppositions, on se dit, voilà, tout va bien, mais en fait non, parce qu'on a mal écrit son test. Donc, c'est important de bien écrire son test, et c'est pour ça que c'est important qu'un test unitaire soit un test unitaire. Je vais te reprendre sur le unitaire, parce que je reprends toujours mon exemple de l'addition, parce que c'est un exemple que j'aime beaucoup, parce qu'au final... c'est le genre d'exemple, tu vois, quand on te l'explique, ça paraît tellement évident, et puis quand tu dois l'appliquer, en fait, ça n'a aucun sens. Tu vois, c'est pour ça que j'adore cet exemple-là. Ouais. Donc, c'est-à-dire que l'addition, justement, c'est le plus petit possible. Si on prend, par exemple, la multiplication, en fait, c'est juste une somme d'addition. On va juste dire, si je fais 5 fois 5, c'est 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Et donc, en fait, l'addition, c'est... j'ai pas compté s'il y avait assez de 5, mais je vous fais confiance pour ça. Donc, l'addition, en gros, c'est le plus petit possible. On peut pas... C'est un cours de maths, ce podcast. Mais on peut pas descendre plus bas. Donc, du coup, tester la multiplication, si on l'implémente avec l'addition, du coup, c'est déjà trop haut niveau. On va tester l'addition parce qu'on peut pas descendre plus bas. Et donc, le mieux, c'est de tester aussi bas que ça. Dès qu'on teste plus haut, là, on est dans des tests d'intégration. Donc là, qui vont tester, en fait, d'autres trucs. Et donc, le mieux, vraiment, quand on fait du test unitaire, c'est de tester le plus petit possible. Alors, comme tu disais, Yannick, un test unitaire, c'est important, c'est de lui faire confiance et de savoir donc que justement, il était bien fait. Parce qu'en fait, au final, si je fais que tester 5 plus 5, ou 2 plus 3, au final, j'ai testé qu'un seul cas, et je ne m'assure pas du tout que les autres cas sont bons. Alors, je sais pas pour toi, moi, des cas que d'office, je vais commencer à tester, c'est de tester un nul. Je vais d'office passer un nul. Il faut voir. Alors après, ça peut cracher. Je veux dire, si ma méthode ne veut pas s'attendre à recevoir un nul, c'est tout à fait bien. Mais alors, il faut que mon test unitaire teste nul et ait un expected null pointer exception. Donc en gros, on va voir ça plus tard, mais on peut s'attendre à ce que nos tests crashent pour qu'ils passent. C'est ça. Donc en gros, il faut tester tout ce que le bout de code qu'on veut tester est censé faire, c'est-à-dire quand ça va bien et quand ça va pas bien aussi. Donc ça passe qu'on lui passe des mauvais paramètres ou d'autres raisons qui soient en gros on sait que la méthode qu'on teste a un but dans la vie. Et son but, il faut qu'elle le fasse bien quand elle a bien ce qu'on lui donne, quand on lui donne ce qu'il faut bien. Mais par contre, il faut aussi qu'elle réagisse. Il faut aussi qu'on sache comment elle doit réagir quand ça va pas bien, quand on lui donne ce qui va pas bien. Donc ton nul, c'est une très bonne chose à tester, bien sûr. Il faut aussi tester. Enfin, ça va dépendre vraiment très fort de beaucoup de choses, notamment des méthodes qu'on essaie de tester, du style de méthode qu'on essaie de tester, ou de classe qu'on essaie de tester. Si les méthodes sont statiques, sont pas statiques, sont privées, sont pas privées, prennent beaucoup ou pas de paramètres, etc., etc. Et donc ça va être très variable aussi. Il y a aussi des méthodes que l'on va annoter avec certaines annotations. Oui, c'est comme ça qu'on annote, je suppose, avec des annotations. Et pour dire par exemple, voilà, ce paramètre-là ne peut pas être nul. Et le problème, c'est qu'une annotation, c'est, en tout cas sur Android, une annotation, c'est juste c'est juste de la syntaxe, c'est juste du sucre syntaxique qui va permettre à l'éditeur de dire, tiens, au fait, ici, t'as oublié un truc. T'as passé un nul alors qu'il fallait pas, mais ça va pas empêcher l'application de fonctionner, malheureusement. Ou bien alors, parce que le nul, c'est un mauvais exemple, parce que techniquement, par défaut, il va envoyer un null pointer exception, mais disons, par exemple, voilà, il y a aussi des annotations qui disent un range, donc voilà, ce int-là doit être plus grand que 5 et plus petit que 25. Voilà. Doit être compris entre 5 et 25. Par défaut, juste avec l'annotation, la méthode ne va pas balancer une exception, illegal argument exception par exemple, ou quelque chose comme ça, pour dire, au fait, ton entier que tu viens de me passer n'est pas bon. C'est juste le compilateur qui va dire,
ce truc-là, potentiellement, il va pas être de la bonne valeur. Et encore, Donc voilà, il faut faire attention à ça aussi, quoi. Dans ce cas-là, ce sera lean, c'est pas le compilateur qui va cracher. Donc le compilateur, dans le cadre du fault range, par exemple, ce sera pas lui qui va se plaindre, ce sera l'int qui va se plaindre s'il le détecte. Par contre, je vais quand même te reprendre sur un truc, c'est que il y a des annotations qui vont potentiellement cracher du code, puisqu'il y a des annotations qui servent pour faire de l'annotation processing, et donc il y a du code généré sur base d'annotations, et donc potentiellement des annotations peuvent faire cracher le code au runtime si, par exemple, l'exemple le plus classique que j'ai en tête, c'est Butterknife. Si on fait un bind view sur une variable d'instance et qu'on n'a pas mis @newLabel et que cette vue ne se sauve pas dans ta vue, il va faire une exception. D'accord, mais alors ici, si je puis me permettre, là on sort tout petit peu du territoire des tests unitaires. Parce que pour commencer à faire des tests, avec Butterknife par exemple, là on rentre clairement dans un test plutôt d'intégration. Je parlais pas pour les tests, je parlais vraiment juste parce que tu disais que les annotations n'étaient juste du sugar syntaxique et. Je parlais vraiment en ce qui concerne les tests unitaires, en tout cas les annotations auxquelles je pense moi, ce sont les annotations qui servent à ça en fait. Je parle pas d'annotation de framework ou quoi qu'est-ce. Je parle vraiment des annotations d'Android où ça vient d'une librairie qui s'appelle Android Annotations, certes, mais c'est quand même ça, c'est purement du sucre syntaxique. Tout à fait. Des trucs du style @colorInt ou colorRes ou @stringRes, ce genre de choses. Voilà, tout ça, ça va faire des petits squiggly rouges dans l'éditeur, mais ça va pas faire en sorte que votre méthode envoie une exception si jamais la valeur qu'on lui passe n'est pas un string res ou ce genre de choses. Donc tout ça pour dire, il faut faire attention à ce genre de choses, il faut bien réfléchir à ça, et c'est ce genre de petits trucs qui pourraient rendre les tests incohérents, ou en tout cas faux, les résultats des tests faux. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre de petits détails, mais en règle générale, dans les tests unitaires, en gros, on essaie de tester vraiment tout et n'importe quoi qu'on peut passer à la méthode pour s'assurer que ça réagit comme il faut. Accessoirement, ça sert aussi de documentation, ce qui est pas plus mal. En lisant le test unitaire, on peut se dire, ok, cette méthode-là, elle peut recevoir ce genre de paramètres, mais pas ce genre-là, et si jamais elle reçoit ce genre-là de paramètres, ça envoie une exception, ou bien ça renvoie 0 ou -1, et je sais que si ça renvoie -1, c'est mal, etc., etc. Donc ça peut aussi faire office de documentation, en tout cas vis-à-vis de l'utilisation de cette méthode-là. Voilà, en gros, une petite intro au test unitaire. Eh ben merci. Voilà. Et bon, moi j'ai quand même une question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut tester ? Alors pour ça, je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est un truc qu'on a fait récemment. On a dans l'application dans laquelle je développe en ce moment, quand on partage sur Twitter, si jamais on a le username Twitter d'une personne taguée dans notre application, on va le remplacer pour que justement elle soit aussi taguée sur Twitter. Et donc on a commencé à remplacer ça, mais du coup on avait aussi des hashtags et ce genre de choses. Et on s'est rendu compte que dans le code qu'on avait fait, on n'avait pas prévu que si jamais il y avait deux usernames qui se collent, qu'on allait les considérer comme deux séparés, quoi. Donc le truc cherchait vraiment que ça commence par un @ et que ça finisse par un espace. Et du coup, en fait, on avait fait des tests pour ça, et on a modifié la méthode pour que justement elle puisse recevoir des trucs où les noms se collent. Et on a modifié donc juste une toute petite partie du code. Et forcément, le problème avec ça, c'est que qu'en général, quand on retravaille, on a tendance à tester uniquement la nouvelle fonctionnalité qu'on voulait tester. Donc c'est-à-dire que visuellement, après, on va rentrer un caption, on va essayer de le partager, et on va juste tester, là j'ai mis les deux @ qui se collent, ils ont bien été splittés, ils ont bien été reconnus, ok c'est bon, pouf. Et on pense jamais à retester ce qu'on a fait avant. Et dans le cas ici, ce qui a vraiment été bien, c'est que on avait fait du test unitaire pour tout ça. Et là-dedans, il y avait le fait de prendre en compte les emojis, parce que les emojis parfois ils prennent 2 caractères plutôt qu'un seul, malgré qu'il n'y en a qu'un seul affiché, donc quand on veut faire des substrings ça marche pas bien, des trucs comme ça. Et donc on a des tests unitaires pour ça. Et du coup, là où c'était vraiment génial, c'est que une fois qu'on a eu fini d'implémenter nos nouveaux tests et de tester ce qu'on voulait ajouter comme fonctionnalité, on a pu relancer nos tests et on a vu que tout continuait de fonctionner exactement comme avant. Donc il n'y avait aucune régression. Et c'était pas parce que quelqu'un a refait des tests manuellement. On savait maintenant on sait par A plus B que voilà, donc ce truc-là, on l'a modifié et il continue, tout ce qui fonctionnait avant continue de fonctionner maintenant. Voilà. Ça, c'était un des points importants. L'autre point important, c'est que pour pouvoir rentrer une caption comme on faisait, en fait, il fallait aller dans genre 3 ou 4 écrans, prendre une photo, etc. Donc c'était méga pénible.
à tester sur Android. Alors que là, du coup, quand on a développé, on a juste créé des nouveaux tests, on a juste pu rentrer du coup les strings qu'on voulait tester à chaque fois, et du coup, dès qu'on voulait tester les modifications du code, on avait qu'à relancer les tests, enfin, relancer le test en question, et pas devoir repasser dans toute l'interface. Ça, c'est aussi un des autres avantages du test unitaire. Je sais pas ce que t'en penses, Yannick. Voilà, exactement. Ben, en fait, c'est absolument ça. Donc, comme disaient les Romains, respect robustesse. C'est-à-dire que, ouais, les tests unitaires, ça permet d'avoir un code général assez robuste. Donc, on a vraiment ce filet de sécurité derrière qui dit que ici, je teste toute une série de choses. Théoriquement, je teste tout ce qu'il faut tester, tout ce qui est vraiment nécessaire et indispensable. Donc, si tout est vert, tu sais que tout fonctionne bien. Et dès que moi j'arrive dans cet amas de choses là et que je commence à changer à modifier des méthodes ou à ajouter un peu mon petit truc, ma petite pierre à l'édifice, ben si les tests continuent à être verts, ben je sais qu'au moins j'ai rien cassé de ce qui fonctionnait avant. Donc ça c'est déjà une très bonne chose. Et accessoirement, si ça devient rouge, ça veut dire que ben là j'ai certainement cassé quelque chose et il va falloir que je regarde pourquoi ça a cassé et comment je peux faire pour le réparer. Alors dans ce cas-là, j'ai gagné du temps parce que ça m'a évité de créer une app, de l'envoyer sur la prod et d'attendre ou d'attendre que soit des testeurs le trouvent ou bien alors que des utilisateurs, ce qui est pire, arrivent sur ce problème et s'en plaignent quelque part. Donc ça fait gagner du temps. À côté de ça, exactement pareil, ça aide énormément à beaucoup de choses. La première chose, comme tu viens de le dire, ben parfois ça aide simplement à peaufiner une logique, hein, comme tu viens de donner comme exemple avec ta chaîne de caractères, bah tu vas réfléchir, tiens, à tous les cas différents et pour aller plus vite, bah tu vas essentiellement travailler pendant tout un temps dans tes tests unitaires, puis quand c'est prêt, quand tu te rends compte que tous tes tests passent et que tu as trouvé tous les cas possibles, etc., là tu peux l'intégrer dans ton code, ou en tout cas tu te sens suffisamment confiant pour l'utiliser à bon escient, là où il est censé être utilisé dans l'application. Donc ça c'est aussi pas négligeable du tout. Donc ça fait gagner du temps et ça fait en sorte que ton code soit robuste au final. Voilà. Par contre, moi ça m'est déjà arrivé très souvent qu'on me dise écoute ouais les tests unitaires mais ça coûte trop cher, ça va prendre beaucoup trop de temps. Comment est-ce qu'on répond à ça? Comment est-ce que toi tu réponds à ça? Après, bon, je pense que les gens qui nous écoutent ont déjà rencontré, j'ai une grande gueule, tu vois, donc j'ai tendance à dire, tant pis. Je confirme, il a une grande gueule. Étonnamment, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Et donc, en règle générale, je sais pas, ouais, en fait, le truc, c'est que ça coûtera plus cher plus tard. En fait, le fait de faire des tests unitaires, c'est déjà, comme je disais, le temps que j'ai gagné à pas devoir chaque fois recompiler déployer sur le device ou l'émulateur, aller dans l'interface, etc. Je pense que déjà rien que là, j'avais gagné énormément de temps. Mais même au final, c'est le temps que tu perds, et encore perdre est un très mauvais mot, le temps que tu perds à faire des tests unitaires, c'est du temps que tu vas gagner beaucoup plus tard. Et x2, x3, x4. Parce que justement, c'est la sérénité que tu as de savoir que t'as rien cassé. Et ça fait dormir la nuit. C'est ça, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais moi, malheureusement, mon expérience n'est pas aussi fantastique. J'ai beau avoir une grande gueule et j'ai beau expliquer tout ça dans tous les sens, parfois ça passe pas. C'est pour ça que j'ai arrêté de demander, en fait. Simplement. Mais bon, ça a vos risques et périls. Hein. Moi, je suis plus que prêt à en assumer les conséquences. Mais j'arrête de poser la question et j'arrête de demander la permission simplement parce que il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à comprendre. Même tu peux leur dire tu peux leur dire dans tous les sens qu'au final ça va leur coûter moins cher. Ils n'ont rien de concret. On avait trouvé, il y a quelques années, on avait trouvé un plugin sur Sonar. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Sonar, c'est un logiciel qui permet de faire un suivi assez global de la qualité du code. Je dis qualité du code avec des gros guillemets virtuels en l'air. La qualité du code dans le sens où ça va en fait analyser de manière statique le code et donner toute une série de choses qui vont bien et qui vont pas. Et notamment ça va aussi faire tourner les tests unitaires et ça va aussi calculer la dette technique, etc. En fonction de tout ça, en fonction de la qualité du code, en fonction du nombre de tests ou pas du test, du nombre de tests qu'il y a,
ou qu'il n'y a pas, et en fonction de la couverture de test, etc. etc. Et tout ça, ça donne des codes, ça fait aussi des graphes avec des chiffres et tout ça. Et ils ont, eux, un plugin pour les gens du métier, pour les gens du business. Et le plugin, en gros, ça va calculer en jour homme le coût de la dette technique. Donc ça leur parle ça leur parle beaucoup en fait aux gens du métier, aux gens qui ont les sous. Bah, s'ils ont un truc qui leur montre avec des graphes, avec des chiffres que ça va leur coûter autant de milliers ou autant de centaines de milliers, bah, là ils commencent à réfléchir autrement. Voilà, mais ça c'est un peu extrême et puis il faut toute une infrastructure mise en place pour que ça marche, etc., etc. Donc c'est pas spécialement quelque chose qui est facile. C'est pour ça que les tests unitaires, à chaque fois que j'arrive à montrer à quel point c'est utile. La plupart des développeurs, et je dis bien la plupart parce que tous ne sont pas d'accord et ne sont pas dans ce bain-là, mais la plupart des développeurs rentrent dedans, trouvent qu'en effet c'est une bonne idée et suivent et puis on arrête de demander et puis finalement ça se passe plutôt pas mal. Parce qu'en effet ça prend peut-être un peu plus de temps sur le moment pour créer la nouvelle fonctionnalité qui n'a pas encore de test par exemple, ou bien pour ajouter des tests sur du code legacy parce que ça c'est pas négligeable non plus. Ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut juste avoir un coût visible vis-à-vis des chefs, des managers et des gens qui ont des sous. Mais au final, quand on se rend compte que par le fait d'avoir ajouté ces tests-là, on peut aller beaucoup plus vite pour les maintenir plus tard, pour maintenir le code plus tard et pour ajouter des fonctionnalités, etc. Donc oui, au final, ils sont contents et ils voient pas trop le coût que ça a coûté au départ. Un autre truc aussi, je pense à ça pendant que tu m'en parlais, parce que voilà, on parlait de tests legacy, etc. Et un autre truc que j'ai remarqué, c'est que écrire des tests, ça fait écrire du meilleur code. Et je pense que si les gens nous écoutent et sont arrivés jusqu'ici dans notre discussion, c'est que écrire du bon code, ça les intéresse. J'espère. Parce qu'en fait, j'avais fait un truc où j'avais voulu justement essayer de montrer un peu l'importance des tests unitaires là où je travaillais. Et donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un petit exercice que j'avais demandé aux gens de m'écrire une interface en Android qui testait un numéro de carte de crédit. Donc j'avais 3-4 exemples avec Visa, Mastercard et American Express, je pense. Et donc en fonction de comment ça allait si ça commençait par 4, c'était Visa, je crois. Si ça commençait par 6 ou 8, c'était Mastercard. Enfin quelque chose comme ça. Et après ça devait calculer, ça avait la bonne longueur et tout ça. Et donc au final, j'ai demandé, la première chose à faire, c'était donc dès qu'on tapait dans le formulaire que j'avais déjà préfait, ça devait afficher la bonne valeur, quoi. Et donc c'était la première partie. Et puis une fois que les gens l'ont fait, j'ai dit voilà, maintenant vous devez tester votre code. Et ce que la plupart des gens ont fait, c'est tout recommencer. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, quand on va commencer à écrire du code, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ok, bon du coup, là j'ai un formulaire avec un champ texte, et quand je rentre dedans, ça va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un gros listener TextWatcher, hop, et dans le onTextChange, on met notre logique, parce que voilà, c'est assez facile, on se dit, ouais, c'est bon, ça commence par 4, ça commence par 8. Et en fait, une fois qu'on dit, voilà, maintenant faut tester ça, on se dit, ouais, mais alors du coup, il y a un composant Android, donc du coup, il faut le moquer si on veut, on reviendra là-dessus aussi, enfin, donc il y a plein de contraintes, et donc une fois qu'on se dit, ok, maintenant, si je veux tester ce code-là, je vais le sortir dans un objet que je vais pouvoir tester. Et on se rend compte du coup que le gros avantage de ça, c'est que tous les gens qui ont supprimé tout leur code et qui ont recommencé ont écrit un code bien plus propre. Donc du coup, en règle générale, faire du code testable, ça veut dire faire du code beaucoup plus propre. Et ça aussi, c'est un aspect non négligeable quand on réfléchit, parce que ça nous permet de faire de meilleurs API au final. Et donc un autre truc que j'expliquais, au final, pour moi, l'exemple du nul, c'est le meilleur exemple, parce qu'au final, quand j'ai demandé aux gens de tester, donc c'était la deuxième partie du truc, ils ont tout recommencé, ils sont testés. Forcément, ils ont gardé une partie du code qu'ils ont juste bougé à gauche à droite, parce que c'était pas entièrement tout jeté, mais une chose qu'ils ont vue direct, c'est voilà, ils avaient pas pensé au cas du nul, qu'est-ce qui se passe au cas du nul, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont pris conscience à ce moment-là de l'intérêt du test unitaire. Parce que oui, voilà, quand on teste avec la UI, ça marche. Là, ça marche toujours. Mais on pense jamais au edge case avec, le mec a mis l'application en pause, donc du coup, peut-être qu'il va recevoir un nul, ou X ou Y raisons qui vont faire que, et que du coup, on l'avait pas prévu. Et c'est là que ça prend tout son sens, je pense. Tout à fait, Thierry. Tout à fait. D'ailleurs, on va peut-être creuser un tout petit peu plus loin. Ouais, je pense qu'on a déjà fait le tour, là. Pardon ? Je pense qu'on a bien fait le tour, là, déjà, du
la base du test unitaire et on va Ouais, creuser, quoi. mais justement, maintenant, on va un petit peu creuser dans comment qu'on fait exactement, un peu plus techniquement. Donc, on a expliqué que c'était du code qui testait du code, mais pour ça, il faut quelque chose, en fait. Donc, en gros, pour être tout à fait bas niveau, un test unitaire, ou même un test d'intégration, un test, c'est une application qui est lancée et qui a certains paramètres et qui va afficher des résultats. Et en général, cette application-là tourne sur un framework bien spécifique et a des connexions avec l'IDE, par exemple, qui va permettre d'afficher les résultats dans une fenêtre bien spécifique avec des couleurs, comme on disait tout à l'heure, du vert quand ça va bien, du rouge quand ça va pas bien, et certains messages, etc. Et voilà. Et ce framework-là, par défaut, en tout cas sur Android, c'est JUnit. En tout cas, pour les tests unitaires. Et donc JUnit, en gros, hein, c'est ça, c'est vraiment c'est une espèce d'application vide au départ qui va se nourrir des tests unitaires qu'on va lui injecter dans la figure. Okay, est-ce que c'est plus ou moins correct? Ouais, c'est vachement correct. Et même j'allais dire pour ceux qui connaissent pas, c'est les petits dossiers tests et aussi Android test qui sont autour de votre main, quand vous créez un nouveau projet Android et que souvent les gens soit laissent tel quel ou suppriment directement. C'est ces dossiers-là en fait dans lesquels on va mettre notre application. Et alors effectivement, donc c'est JUnit et en fait c'est aussi JUnit légèrement modifié pour les tests d'instrumentation, donc les tests sur device Android directement. C'est ça. Et d'ailleurs, si on creuse un petit peu le monde fantastique de JUnit, on va trouver des composants qui s'appellent les machins runners. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. En fait, les runners, ça va être la configuration entre guillemets du main en fait. Donc il faut imaginer ça comme si c'était un espèce de gros main élaboré qui va tourner, qui va prendre en paramètre toute une série de choses qu'il a trouvé quelque part à gauche et à droite en faisant un peu de la magie d'annotation et qui va les lancer. Alors il y a différents types de runners qui vont simplement changer un petit peu les paramètres pour faire en sorte d'avoir des résultats ou d'avoir des fonctionnalités un petit peu différentes à gauche et à droite pour des besoins différents. Et moi j'ai quelques exemples. Voilà, en fait, dans le cadre d'Android, je vais y arriver, nous avons maintenant, il a fallu le temps, mais il est enfin arrivé, on a un Android JUnit Runner, permet de lancer des tests unitaires bêtes et méchants dans le cadre d'un projet Android. Voilà. Et là, c'est vraiment des tests unitaires. Et à côté de ça, on a je crois que pour les tests d'instrumentation, on a le Android Instrumentation Runner ou quelque chose comme ça, qui lui va mettre en place un autre système qui va permettre de se connecter à un émulateur ou un device et envoyer les tests là-dessus et récupérer les informations, etc. etc. Donc c'est pour donner une idée de ce que c'est un runner. C'est vraiment le bout de code qui va faire en sorte de mettre en place un main plus ou moins élaboré en fonction du besoin. Voilà. Alors aussi, donc pour ceux qui auraient déjà ouvert un peu bull.gradle, vous allez voir, donc il y a test compile dans les dépendances. En fait, test compile sont les dépendances qui vont être incluses uniquement pour le test. Une de celles qui est incluse par défaut, c'est JUnit 4.12, je crois, par défaut. C'est ça. Et donc en fait, depuis JUnit 4, il y a des annotations. Donc avant, quand on faisait des tests sur JUnit 3, on devait étendre une superclasse et nos méthodes devaient commencer par le mot test ou finir par le mot test, je ne sais plus. Commencer. Et maintenant, en fait, il suffit d'avoir des annotations à test autour des méthodes. Et donc, en fait, à ce moment-là, ces méthodes-là vont servir. Donc, c'est beaucoup plus propre puisque c'est des méthodes annotées. Et il existe plein de trucs, notamment le parameterize, etc. Enfin, je mettrai un lien dans les show notes parce que c'est ça. Fragmented en a fait un article, enfin un podcast complet là-dessus de 15 minutes, je crois. Donc moi, je veux bien qu'on parle un petit peu justement de parameterize. Voilà. Je sais pas si c'était dans ma liste de trucs que j'avais préparé parce que je prépare des trucs parfois. Non. Si. J'ai impressionné. Ah si. Ok, du coup, je pense que là, je t'ai bien introduit le sujet. Vas-y, je t'en prie, je t'écoute. Ok, ouais, d'accord, ok, on peut faire ça maintenant. Donc en fait, le côté, donc, comme on expliquait, quand on crée un test unitaire, on essaie de tester un maximum de cas possibles. Mais parfois, ça veut dire beaucoup de cas. Alors, quand ça arrive, comment est-ce qu'on fait pour écrire ces tests ? Eh bien, jusqu'il y a peu de temps, moi, j'avais l'habitude
de créer des... Donc, c'est difficile à expliquer ça, dans l'air, comme ça. Donc, en général, je crée un test par cas de figure. Donc, une fonction annotée avec @test qui correspond à un cas de figure bien spécifique. Et mon fichier va contenir autant de tests qu'il faut pour une fonctionnalité, en général une méthode probablement. Donc pour les auditeurs, il faut savoir que Yannick fait beaucoup de mouvements dans les airs qui veulent pas forcément dire grand chose, mais donc il avait raison, c'est très difficile à comprendre sans les gestes. C'est ça, je fais un peu je trumpify un peu ce que je raconte. je fais de l'accordéon dans les airs. Bref, donc je ne sais pas pourquoi je bouge les bras comme ça. Personne ne me voit en plus. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que j'écrivais une méthode qui teste. Voilà. Disons j'ai une méthode add. Donc c'est la calculatrice de tout à l'heure qui fait l'addition. Alors je faisais add 2 plus 2,3 et puis je m'attendais à recevoir 5. Et ça va bien. Youpi. Mais aussi je faisais 2,2 et je m'attendais à recevoir 5. Et ben là ça va pas. Ou bien alors je fais 2, nul. Et puis etc. Et donc je commençais en fait je créais une méthode de test interne à laquelle je passais des paramètres et comme ça je pouvais appeler cette méthode de test avec plein de paramètres différents et ça me faisait un test qui faisait plein de tests. Ce qui est pas terrible parce que du coup s'il y en a un des plein de tests qui foire, ben on sait pas lequel a foiré donc il faut commencer à creuser un petit peu. Donc JUnit a sorti un truc qui s'appelle Parameterize. Donc en fait ce sont des annotations qui permettent de créer des espèces de scénarios de test avec des paramètres bien spécifiques. De notre côté, on crée un objet de test, donc une méthode de test avec d'une manière plus ou moins prédéfinie ou spécifique, qui permet de récupérer les paramètres que le framework a reçus des scénarios et de les passer dans des variables membres, on va dire, et alors une seule méthode peut tester ces paramètres-là. Et donc, ce qui va se passer, c'est que donc dans les résultats de l'IDE, on va avoir le test qui va s'afficher avec tous les différents scénarios. Et donc, on peut aller creuser un petit peu et voir, tiens, le test avec ces valeurs-là de tel scénario, bah, ça a foiré. Et là, on peut vraiment double-cliquer et voir où ça a pété. Voilà, je pense donc aussi ça, tu mets le doigt sur un truc important dont on n'a pas parlé, mais qui est vraiment important à mon sens. C'est le fait qu'un test ne doit pas non plus reprendre tous les tests. Alors, pourquoi ? Parce que voilà, quand quelque chose se passe mal, si on a une méthode qui reprend tous les tests, bah, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui a pas été correctement. Alors que si on a plein de petits tests, donc si je reprends l'exemple de l'addition, on va dire, voilà, test integer number, par exemple. Et du coup, là-dedans, je vais faire add 2 plus 2, add 2,2 censé être 4, add 3 plus 2 censé être 5, etc. Donc là, ça va. Et après, je vais faire add integer number end nul. Et là, du coup, je vais mettre mon nul et je vais voir ce que je fais. Et donc, comme ça, le fait de bien séparer en plusieurs petites méthodes va permettre de savoir qu'est-ce qui a pas fonctionné. Pourquoi est-ce que mon test a planté. Et ça, c'est super important parce que si au final, si j'ai juste une méthode qui dit test addition, bah, quand ça crache, je sais pas savoir ce que c'est, je dois vraiment aller en profondeur, essayer de comprendre. Alors que si j'ai des petites méthodes avec des petits noms, je vois tout de suite qu'est-ce qui va pas. Et je m'assure aussi de la lisibilité du code. C'est-à-dire que c'est comme ça reste du code, donc ça ne va pas être aussi parfait que du code de production, mais c'est quand même important que le code soit facile à lire pour que justement quand il y a quelque chose qui va pas, je puisse comprendre, ok, voilà, quels étaient les paramètres, qu'est-ce qui était attendu assez facilement. Et c'est là que Parameterize, et notamment il me semble que c'est avec un runner, oui, pour en revenir à ça, qui justement est très utile puisqu'il nous permet d'avoir une seule méthode très claire avec juste une liste de paramètres et comme ça on voit très vite, ok, voilà, dans les tests, bah, c'est les paramètres 2 et 3 qui ont fourni 6 et ça va pas. C'est ça, tout à fait. Et donc, si on chipote un petit peu, on peut avoir, alors avec on peut juste créer son ou ses quelques tests, donc finalement beaucoup moins de méthodes de test, avec juste des scénarios qui vont encapsuler un peu tous ces cas et ces cas ces edge cases et ces cas bizarres et tout ça. Donc ça rend ouais, c'est ça, je bouge encore mes bras. Donc ça rend l'écriture des tests plus simple et plus concis. Parce que comme ça, on a vraiment une séparation entre les tests et les données de test. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Alors, un petit bonus, ils en avaient parlé pendant Fragmented, justement. Square,
au cas où les gens connaissent pas encore Square, vous pouvez arrêter d'écouter le podcast tout de suite. Et retourner à l'épisode 1. Hein. Oui, et puis revenir ici. L'écoutez pas, revenez, on promet, on est gentil. Ouais, on essaye. Et donc Square a fait une librairie parce que c'est ce qu'ils font apparemment. Il y a des jours où je me demande vraiment s'ils ont un business quelque part. Mais donc Square a fait une librairie qui s'appelle Burst. Et Burst fait en gros la même chose que Parameterized, mais à la sauce Square, c'est-à-dire plutôt avec des annotations. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus sexy à écrire, c'est un petit peu plus sexy à lire, et ça marche très bien. Mais pour une fois. Et c'est rare, mais pour une fois, je préfère le truc de base. Et la seule et unique raison, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que quand on utilise Parameterized avec JUnit, les résultats vont nous donner, donc si par exemple dans mon scénario, on reprend l'addition, dans mon scénario j'ai 2 plus 2, je m'attends que ça fasse 4, 3 plus 2, je m'attends à ce que ça fasse 5, et 3 plus nul, je m'attends à ce que ça fasse un null pointer exception. Et si par exemple je fais un 3 et un moins 2 et je dis que ça va faire 5, là il va se planter quelque part. En tout cas ça ne devrait pas marcher. Donc quand je vois que mon test ne passe pas, j'ai la liste du test avec tous les détails, avec tous les différentes lignes de scénario, et je peux double-cliquer dessus sur celui-là en particulier, voir l'input que j'ai reçu et voir un peu pourquoi ça a foiré. Tandis qu'avec Burst, je ne peux pas faire ça. Avec Burst, ça va être l'équivalent de ce que je faisais avant avec mon test qui appelle des méthodes internes et qui appelle ça avec plein de méthodes, avec plein de données différentes. Donc oui, c'est peut-être mieux écrit, mais on retombe dans le mode où on a un seul test avec toutes ces données-là, et s'il y a un seul jeu de données qui foire, on doit creuser un petit peu plus loin pour voir lequel a foiré et pourquoi ça a foiré. Donc c'était pas aussi clair, et rien que pour ça, même si l'écriture et la lecture de tout ça était un petit peu moins sexy, je préfère quand même garder... je préfère quand même rester sur Parameterized. Voilà. Ça c'est juste ma petite pensée là-dessus. J'avais pas testé, donc j'apprécie le retour, ça je sais que ça vaut pas la peine. T'as pas testé ? Pas Burst, non, Parameterize, oui, c'est Parameterize que j'utilise, mais j'ai pas testé Burst. Mais oui, donc voilà, pour en revenir, du coup, peut-être on va avancer un petit peu. Donc pour ça, les gens, ont compris des runners qui vont lancer des tests, donc notamment les tests, comme on a dit, le plus petit possible, tester le plus de cas possible. Donc voilà, ça, je pense que c'est plus ou moins ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc très efficace, 40 minutes pour arriver là. C'est pas mal. Non, plus sérieusement, donc après, le truc, c'est que les tests, c'est tellement important qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit beaucoup de librairies. Donc là, Yannick vient de parler de Burst. Mais j'ai trouvé aussi des librairies comme AcertJ. AcertJ, qui sont des librairies qui vont permettre d'écrire du code beaucoup plus lisible. Puisqu'en fait, un des problèmes du test unitaire, c'est que, contrairement à du code que vous allez écrire pour la production, en fait, on va très bien pouvoir mettre copier-coller, en fait, plusieurs fois des lignes, et c'est pas un souci. L'important, c'est que le test reste clair. Donc, le code doit pas forcément être beau, le code doit pas forcément être efficace, l'important, c'est que le test soit clair et qu'il fonctionne bien. Et du coup, comme parfois ça rendait les choses un peu compliquées, il y a des gens qui ont créé des super librairies, et donc j'en parlais, AcertJ, qui permettent de dire assez facilement assert that, donc vérifie que, on passe la valeur, et puis point is equal to, ou is nul, ou is lower than. Et donc en fait, le gros avantage de ce genre de librairie, c'est que le code est beaucoup plus lisible et beaucoup plus facile à maintenir. Et alors d'autres, donc ça c'est une petite librairie qui rajoute beaucoup de syntax executor, comme on dit, mais une autre qui elle est beaucoup plus importante, c'est Mockito. Alors c'est pas aussi alcoolisé que la boisson. Je sais pas si c'est beaucoup plus important. Moi je trouve que c'est super important. Maintenant, du coup, je vais te laisser en parler, parce que je parle beaucoup, et je pense que tu t'en parleras beaucoup mieux que moi. C'est moi qui ai tout dit. Donc en fait, juste pour revenir un cran sur AcertJ, en fait ça se base essentiellement sur des builder patterns et sur des fluent patterns. Donc c'est pour ça que c'est plus facile à lire, et c'est clair que moi c'est la première chose que je mets dans n'importe quel test. C'est on a oublié de dire un petit point quand même qui est relativement important, c'est que pour qu'un test fonctionne, on utilise le principe d'assertion. C'est pour ça que ça s'appelle assert. Assertion, c'est peut-être, c'est ce que tu viens de dire, c'est les vérifications. Mais en gros, par défaut, dans JUnit, on utilise un truc qui s'appelle assertion.
assert true ou assert equals ou assert false ou ce genre de choses. Et si on veut commencer à tester des trucs du style le fait qu'une liste qui est retournée par une méthode, la liste ne peut pas être nulle et contient les mêmes éléments qu'une autre liste et contient exactement un nombre d'éléments X, ça commence à faire beaucoup de lignes d'assertion et beaucoup de boucles et des trucs comme ça. Donc voilà, c'est ce que AssertJ permet de faire. Il y a aussi AssertJ Android qui permet d'ajouter un petit peu de suppléments pour les trucs spécifiques Android tels que la vérification de la visibilité de certaines vues ou ce genre de choses. Voilà. Alors un autre truc aussi, c'est que sans rentrer dans les détails. Si vous utilisez Assert, donc le truc de base de JUnit, il me semble que par défaut, ils attendent... Donc si je dis assert equals, pour que le message d'erreur soit bien formé, il faut que je mette la valeur attendue en premier paramètre et la valeur attestée en deuxième paramètre, il me semble. Ce qui est pour moi totalement contre-intuitif. En français, ou même en anglais, j'ai envie de te dire, vérifie que ça est égal à ça. Et donc, du coup, je vais avoir envie de passer ce que je veux vérifier en premier et ce que je veux avoir comme valeur en deuxième. Et du coup, quand on sait pas ça, parfois les messages d'erreur sont un peu cryptiques parce que du coup, ils vont nous dire, on s'attend à recevoir 5 et il dit 5 n'est pas égal à 4. Moi, j'ai jamais voulu qu'il teste que ça vaille 4, j'ai voulu qu'il teste, et donc et en fait, AssertJ règle aussi un peu ce problème parce que forcément, il rend l'API beaucoup plus, fluent, donc beaucoup plus fluide à lire, on va dire, et donc justement permet de plus de penser à ce genre de choses, de petits détails, quoi. Alors une autre librairie sur la même trempe qui s'appelle Hamcrest, qui fait la même chose, mais je trouve moins bien, mais ça c'est encore une fois un truc purement personnel. Je pense que Hamcrest maintenant est livré par défaut dans Espresso. Dans le pardon. Par Espresso. Espresso utilise. C'est Espresso, c'est pas le. Je me demande si c'est pas le JUnit qui vient avec le framework d'Android, non? Je pense pas. En tout cas, il me semble que c'est Espresso qui venait avec. Je savais que ça venait avec quelque part, mais en tout cas, je pense que c'était le truc qui a été choisi, mais moi je retombe quand même sur AssertJ. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Mockito. Alors, d'abord il faut expliquer des termes. Alors il y a deux termes qui ça fait des années que ça me broute. Il y a une espèce, c'est pas une guéguerre, mais il y a une espèce de gros débat encore autour de ces termes-là. Il y a deux termes qui s'appellent le mock et le stub. Alors, je vais essayer de raccourcir très très fort le débat en disant, on s'en fout exactement de ce que c'est la différence entre les deux. Au final, un mock et un stub, c'est plus ou moins la même chose. Et c'est des bouts de code qu'on va émuler. Voilà. C'est tout. Point. Et comment est-ce qu'on fait pour émuler ces bouts de code? C'est-à-dire que prenons le cas d'une calculette extrêmement complexe qui prend en paramètre certains des classes plutôt que des valeurs primitives. Et ces classes peuvent contenir toute une série d'informations. Prenons par exemple Big Decimal qui contient Big Decimal c'est peut-être pas. Alors, prenons voilà, on a créé une classe qui est très complexe et qui contient plein d'informations concernant un montant par exemple. Un montant, ça contient la currency. Non, c'est pas comme ça qu'on dit en français, hein, non. La monnaie. Zut. La monnaie, c'est ça, on va dire ça. La devise, c'est ça, la devise. Donc ça contient la devise, ça contient le signe si c'est positif, négatif, ça contient le nombre de décimales, ça contient plein d'autres trucs dedans. Et il est possible que dedans, il y ait des valeurs qui soient générées ou il y ait des méthodes qui soient utilisées par la méthode qu'on va tester qui vont utiliser ces valeurs-là et qui vont les transformer et qui vont les renvoyer. Et comme on avait expliqué tout à l'heure, nous ce qu'on essaye de tester, on n'essaye pas de tester les méthodes qui transforment dans notre classe custom qu'on passe en paramètres, on essaye de tester uniquement la méthode qu'on veut tester et rien d'autre autour. Donc pour éviter d'avoir des surprises, on va émuler le code des méthodes qu'on passe en paramètres, enfin des méthodes de... Je suis en train de me perdre complètement, ah oui. Complètement. Oui. Un petit peu, mais je vois où ça mène, moi. Je suis curieux. Donc, on veut tester. Donc, on a cet objet complexe qui a ces méthodes qui transforment, et on va dire, alors cet objet-là, on va le moquer, on va prendre le contrôle de cet objet-là, et si jamais la méthode qu'on va tester appelle une des méthodes de cet objet-là, bah, plutôt que de passer dans la moulinette qu'il fait d'habitude,
qui va peut-être aller chercher des trucs sur le réseau, ou qui va peut-être faire des trucs qu'on veut pas qu'il fasse, eh ben, dès que tu rentres dedans, et que tu lui passes un paramètre, par exemple, bien spécifique, bah, tu renvoies 2. Voilà. Ça évite de devoir passer dans toute cette moulinette-là, si on n'en a pas besoin. Ça peut permettre d'aller plus vite aussi pour les tests, ça peut permettre toute une série de choses. Donc en gros, on va simplement prendre le contrôle d'une implémentation d'un objet, d'une instance bien spécifique, sur des méthodes bien spécifiques. Donc si notre méthode attestée fait appel à ces méthodes bien spécifiques qui font du travail qui va trop loin pour nous, eh bien on prend le contrôle de ces méthodes-là et on renvoie exactement ce qu'on a envie de renvoyer. Voilà. En gros, ça c'est un mock. Donc on prend le contrôle d'un objet tiers, en somme. Voilà. En fait, je pense que tu t'en es vachement sorti au final. Hein. C'est pas facile. Hein. Non. En fait, donc voilà. Moi, j'avoue que bon, après, pour reprendre le débat mock stub, je dis tout le temps mock parce qu'au final. Voilà, c'est ça. Moi aussi. Je connais la différence, mais je m'en fous. Exactement ça. Mais alors, le truc, c'est que voilà. Donc, je pense un mock, c'est important de dire, et c'est le mot que t'as répété le plus, je pense. Je pense que si on va faire un jeu à boire sur le nombre de fois où t'as dit le mot contrôler, les mecs ils sont déjà bourrés quoi. Mais c'est bien parce que c'est le bon mot, hein. C'est le bon mot. Santé en fait, tout le monde, santé. On prend donc voilà, les enfants buvez responsablement, on n'incite pas à l'alcool, tout ça. Donc ça pour dire que le mot important, je pense, c'est contrôle, puisqu'effectivement, en règle générale, si on prend une dépendance, par exemple sur un appel réseau, on n'a pas forcément un contrôle. L'appel réseau, il peut merder pour x, y raison, parce qu'on n'a pas internet, parce que la connexion était lente, parce qu'il y a un timeout, parce que quelque chose. Et donc, quand on veut tester, on veut s'assurer d'avoir tout le temps les mêmes conditions. Donc, du coup, on va avoir tendance à moquer ce genre de choses. Donc, les appels disques, les appels réseau, pas de base de données, mais aussi, comme il disait, par exemple, des propres objets à nous, parce qu'on veut pouvoir tester certains cas d'erreur dans lesquels l'objet ne pourrait potentiellement pas se trouver aussi. Ça peut être utile. Donc, c'est à ça que le mock va servir. Le mock va nous permettre de prendre le contrôle et de simuler des situations qui pourraient être difficiles. Donc moi l'exemple que je prends le plus souvent, c'est imaginons que je veux tester la désérialisation d'un objet avec mon appel réseau. Ben je vais moquer du coup le call réseau, je vais retourner systématiquement à la même chaîne de caractères JSON ou peu importe, et je m'assure derrière que l'objet final a bien les bonnes caractéristiques que je souhaitais qu'il ait. Donc ça c'est une façon. Du coup là c'est un exemple de mock. Donc voilà. Après, bon, pour la définition, pour ceux qui veulent, un stub, du coup, c'est en fait une implémentation qui ne fait rien. Donc typiquement, en fait, si vous regardez, par exemple, si vous ouvrez le android.jar qui est fourni avec Android Studio, qui en fait ne fait strictement rien, c'est un énorme stub. Toutes les méthodes, en fait, vont retourner un runtime exception, je crois, ou un illegal state exception, je sais plus, qui vont juste retourner stub. Donc là, c'est une bonne façon de retenir ce que c'est qu'un stub. Bah, c'est, rappelez-vous, le truc Android, c'est une implémentation qui ne fait absolument rien. Alors qu'un mock, bah, lui, il va moquer, il va donc simuler un comportement. Donc ça, c'est la grosse différence. Au final, du coup, tout le monde s'en fout. C'est ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est dites mock. Tout le monde saura de quoi vous parlez. Et les gens qui vont venir vous embêter, ah non, ça c'est un stub, etc. En général, c'est qu'ils ont pas compris, quoi. Et vous leur offrez un verre. Voilà, c'est ça. Ça, c'était rompu plus longtemps. Et tu dis santé. Et en fait, voilà, au final, comme Benjamin l'a très bien dit, on s'en balance. Donc, Mockito, c'est quoi ? Bah, c'est juste une librairie qui permet de faire des mocks. Hein ? Voilà. Et donc, c'est une librairie qui permet d'écrire des mocks facilement, donc qui permet de contrôler. Non, j'entends personne qui tombe. Donc, qui permet de contrôler certaines méthodes, encore une fois, basées sur des builder patterns et ce genre de choses qui vont bien. Parce qu'on aime bien les builder patterns dans tous les sens, nous, quand même. Et donc, Mockito va permettre d'intercepter certaines méthodes, de faire en sorte de tester si ça nous intéresse, par exemple, de moquer une méthode uniquement si on reçoit un paramètre bien spécifique qui a une valeur bien spécifique, ou bien alors la méthode qui reçoit n'importe quel paramètre, on renvoie toujours la même chose. Il permet aussi de vérifier si on a appelé les méthodes que l'on a moquées dans un ordre bien particulier et pas dans un ordre. Donc il peut tester toute une série de choses comme ça. Donc voilà, c'est pas mal. En fait, je crois que c'est le plus connu hein, comme framework de mock. Mais il y en a d'autres.
Il y en a d'autres. Comme tout ce dont on a parlé jusque maintenant, il y a toujours plein de compétitions. Hein. Il y a vraiment énormément de librairies pour tout. Ouais. Pour être honnête, j'ai jamais eu besoin de trouver autre chose que Mockito. J'ai toujours utilisé Mockito et ça a toujours répondu à mes attentes. Parce que Mockito est très très puissant. Donc Yannick a parlé principalement du mock. Donc un gros avantage, c'est qu'en gros, quand on va mocker un objet, on va lui passer une classe. Donc on va juste appeler la méthode statique mock et lui passer une classe, et lui va nous retourner en fait une instance de cette classe qui sera mockée, il sera même à ce moment-là un stub. Elle va rien faire du tout. Et sur ce stub, sur ce mock, on va pouvoir dire ok, when mon mock point à telle méthode. Donc si je prends la calculatrice, donc je vais faire mock calculatrice.class. Et puis après, je retourne un objet, et puis je vais faire when calculatrice point add, et puis je vais mettre anyInt, anyInt, donc quand j'additionne le truc, then return 0, par exemple. Et donc là, du coup, à chaque fois que j'appellerai cet objet-là, peu importe ce que je lui passe, dans la méthode add, il me retournera un 0. Et c'est là où ça devient vraiment très puissant. C'est très facile à lire, donc je sais quand je le dis comme ça, à l'oral, ça paraît très confus, mais une fois qu'on le voit écrit, c'est très très clair. Un autre avantage, c'est qu'on peut aussi donc moquer certains trucs, mais on peut moquer aussi des vraies classes, par exemple, et dire cette vraie classe, en fait quand on lui dit mock, elle va appeler les vraies implémentations. On peut lui dire pour certaines méthodes je veux qu'elle fasse rien, ou je veux qu'elle fasse quelque chose. Donc par exemple on peut lui dire l'exemple de ma calculatrice, ne fais rien quand c'est une soustraction, mais fais la vraie méthode quand c'est une addition. Ça c'est vraiment génial aussi, ça permet de vraiment bien fine-tuner même la granularité du contrôle qu'on a sur le mock en question. Un autre truc, c'est que voilà, comme j'ai dit, on peut lui passer des trucs comme anyInt, c'est pour dire voilà, quand tu reçois n'importe quel entier en paramètres, fais ceci. Et on peut aussi avoir les paramètres qu'on veut lui passer, on peut les attraper. Donc typiquement, si je veux, si je prends, on va dire que j'ai un objet qui sert à m'authentifier, et je veux pas qu'il m'identifie parce que je veux pas tester l'appel réseau, etc. Je veux juste être sûr que quand j'appelle une certaine méthode, elle va bien appeler mon web service avec les deux paramètres que j'ai reçus en entrée. Ok, donc typiquement j'ai une méthode login où je passe un login à un mot de passe. Et je sais que cette méthode-là va faire un traitement sur mon login ou mot de passe, donc trimer les espaces à la fin de mon login par exemple, ou ce genre de choses. Et je veux qu'à la fin, elle appelle mon web service en lui passant mon login trimé et mon mot de passe pas trimé. Et ben du coup, je peux très bien passer un mock de mon web service, appeler cette méthode-là et dire en fait à mon mock avant, quand on t'appelle login, avec peu importe le string pour le login et peu importe le string pour le password, ne fais rien. Et je peux aussi lui dire, attrape les paramètres que je t'ai passés en login et en mot de passe, et je vais pouvoir du coup tester les valeurs de ces logins et mot de passe. Donc ça me permet d'être sûr que en fait quand ma valeur string que j'ai passée qui était Benjamin avec un espace sera bien reçu comme étant Benjamin sans espace par mon login, enfin mon web service, mon appel web service sans espace, quoi. C'est ça qui est vraiment très important. C'est le verify, ça. Le verify, ça c'est vérifier qu'il a bien été appelé. Mais tu peux attraper les paramètres aussi. Tu peux attraper les paramètres et t'en servir. Ouais, mais tu peux. Enfin, moi j'ai toujours testé ça dans le verify en fait. Parce que tu peux faire la même chose dans le verify que tu faisais dans le when. Donc c'est à dire que tu peux lui passer aussi les paramètres. Donc tu peux dire verify que la méthode machin a été appelée avec anyInt ou bien avec 3 et 12. Et voilà. Le truc, on peut dire voilà, vérifie qu'elle a été appelée une fois avec 3 et 12. Par exemple, on peut s'assurer on peut dire vérifie qu'elle a bien été appelée 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois, ou pas. Voilà, c'est ça. Alors, par contre, il y a des pièges. Hein. Pour ceux qui continuent à faire ça, parfois, il faut tester, ou il faut moquer, et c'est là que ça devient compliqué, moquer des méthodes statiques. Il y a des gens qui aiment bien faire des méthodes statiques. Avant d'aller juste là, je vais faire une petite parenthèse aussi sur les spies. Donc il y a oui, et spy, et je pense que avant, donc on va apporter des statiques juste après, mais ce qui est important c'est aussi les spies. Donc au même titre que la méthode mock, qui est une méthode statique qu'on met sur une classe, on peut appeler la méthode spy autour d'un objet qui existe déjà, d'une instance d'un objet. Et en fait, Mockito va entourer cet objet et en fait le faire se comporter comme un mock. Donc je vais pouvoir prendre une instance d'un objet qui existe déjà et lui dire quand t'appelles telle méthode, en fait ne fais rien, ou retourne 5, ou peu importe. Et c'est là que ça devient aussi très intéressant, je pense, parce que parfois voilà, on a des instances d'objets et on veut pouvoir juste moquer une certaine partie, et donc c'est là que Spy sera intéressant. Donc en fait, par défaut, quand on crée un mock, l'ensemble de l'objet fait rien jusqu'à ce qu'on lui dise quoi faire avec certaines méthodes. Par contre, quand on fait un spy,
L'objet, c'est une instance tout à fait normale que nous, on a créé avant, et on va dire à Mockito, ben en fait, tout va fonctionner exactement comme ça marche d'habitude, sauf pour cette méthode-là où tu vas renvoyer exactement ce que je te dis de renvoyer, et voilà. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est très utile le spy aussi. Et, en gros, Mockito est juste super bien foutu. Alors, pour ceux que ça intéresse quand même, il y a un autre truc qui s'appelle EasyMock, que je connais simplement parce que c'est un de mes anciens collègues de chez Octo qui avait écrit cette lib-là et qui était pas mal utilisé non plus. Qui fait plus ou moins la même chose, avec la syntaxe un petit peu différente, mais en gros qui a relativement toutes les mêmes fonctionnalités que Mockito. Et donc pour revenir sur ce que je disais, les méthodes statiques, donc il y a des gens qui écrivent et qui utilisent des méthodes statiques, ça m'arrive aussi, mais de moins en moins. En tout cas, ça m'arrive uniquement quand j'ai pas de système d'injection de dépendance. Et ça arrive encore beaucoup. Mais le problème, c'est que pour moquer des fonctions statiques, ça devient un petit peu plus compliqué. En tout cas, Mockito permet pas de le faire out of the box. Donc pour ça, il y a une librairie qui s'appelle PowerMock et PowerMockito. Donc qui en fait PowerMock permet de faire ce genre de choses. Donc c'est vraiment, en tout cas pour moi, je pense que PowerMock fait tout ce que Mockito peut faire plus ou moins, ou en partie en tout cas. En plus, il permet de faire des mocks de méthodes statiques et des mocks de méthodes privées et des mocks de trucs qui sont pas évidents à moquer. Mais il permet quand même de se combiner avec Mockito. Donc en gros, ça permet de garder la syntaxe de Mockito et de continuer à utiliser Mockito, mais juste d'utiliser PowerMock quand il faut pour les méthodes statiques et uniquement pour les méthodes statiques, et continuer à utiliser Mockito pour tout le reste. Et notamment, pour utiliser PowerMock, il faut utiliser un autre runner. Voilà, la petite parenthèse. Sachant aussi que c'est le même cas pour les méthodes final ou private, puisque en fait Yes. Mockito en fait va vraiment c'est pas tout à fait correct, mais c'est un peu comme si Mockito créait une classe anonyme autour de votre classe en fait pour vous, et donc il a les mêmes limitations, d'où l'intérêt d'utiliser PowerMock. Maintenant, pour être honnête, je n'ai jamais utilisé PowerMock. Et je pense que je l'utiliserai jamais, pour la simple et bonne raison qu'en fait PowerMock va modifier le bytecode de de ce qui va runner pour pouvoir justement modifier ça. Donc en gros, il est obligé de modifier le bytecode pour remplacer les appels aux trucs statiques parce que vous avez demandé. Et donc le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr que ce qu'on run est vraiment ce qui va se passer. Enfin, donc en gros, on n'est pas sûr. Donc après, Ouais. après, c'est discutable. Hein, on est tout à fait d'accord. C'est relativement safe, hein, je veux dire, il y a très peu de cas où ça va pas être le cas, mais donc voilà, moi en général, dans ces cas-là, si possible, si vous savez, il vaut mieux faire des wrappers autour des méthodes statiques avec des objets à vous que vous allez injecter comme dépendance, et du coup moquer ces dépendances-là. Mais en fait, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est-à-dire PowerMock, ça existe, c'est bien de savoir que ça existe, et si vraiment vous en avez besoin, utilisez-le, mais j'allais quand même ajouter que à utiliser avec parcimonie. D'ailleurs, si vous la trouvez, celle-là, j'aimerais bien qu'on me la présente. Mais à utiliser vraiment qu'en cas d'urgence, parce que souvent, si on a besoin de PowerMock, ça veut dire qu'il y a un autre problème ailleurs. Donc, ce qui m'arrive régulièrement, c'est que si je me rends compte que vraiment je peux rien faire sans PowerMock, je vais revoir un petit peu le code, comment il est écrit et pourquoi j'ai besoin de PowerMock et comment est-ce que je pourrais réécrire cette partie de code pour éviter d'utiliser. Parce que, mais moi, c'est en fait mon problème, c'est pas spécialement le côté bytecode, parce que j'avoue que j'ai toujours fait confiance à ce que PowerMock faisait, et j'ai jamais vraiment réfléchi plus au changement du bytecode, etc. que ça. Donc ça m'a jamais vraiment perturbé, mais par contre, le fait de me dire, tiens, je dois moquer une méthode statique privée, pourquoi est-ce que cette méthode est statique de 1, pourquoi est-ce qu'elle est privée de 2, il va peut-être falloir que je fasse... il faut peut-être que je revoie un petit peu ce machin-là, parce que d'un point de vue design du code, rien que ça, je trouve que c'est pas terrible. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, ça existe, utilisez si vous voulez, mais moi je pense que c'est vraiment en cas d'urgence, quoi. Voilà, je suis d'accord. Après, un autre truc aussi, voilà, on l'a dit, par exemple, les méthodes privées ne peuvent pas être appelées ni moquées par les tests, puisque les tests, en fait, en règle générale, on l'a pas dit, mais les tests vont, en fait, se trouver dans le même package que vos classes. Donc, en général, quand vous testez une classe, si elle se trouve dans le package com.example.mon application, en fait, si la classe se trouve là-dedans, la classe de test va aussi se trouver dans le package com.example.mon application, mais dans le module de test. Dans le module de test. Et donc, du coup, en fait, elle aura un accès package à votre classe, ce qui est probablement
le plus bas à part private. Et donc du coup, voilà, si vous avez des méthodes private, vous pourrez pas les appeler, vous pourrez pas les moquer, vous serez un peu embêté. Donc en règle générale, pour pallier à ce problème, on va utiliser la notation @visible for testing, qui va en fait être un truc où on va dire voilà, cette méthode est protected par exemple, mais je l'ai mis protected uniquement parce que je voulais qu'elle soit testable. Donc en fait c'est une indication, un peu comme Yannick parlait avec les float range, int range, @string def, etc., qui va en fait permettre au compilateur de savoir oui voilà, cette méthode est accessible, mais elle n'a pas été prévue enfin elle n'a pas été prévue de l'être à la base. C'est juste elle est accessible pour que les tests puissent fonctionner correctement et pour pas justement utiliser des trucs comme PowerMock et ce genre de choses. Donc ça c'est une très bonne chose puisque voilà l'int va vérifier qu'il n'y a rien d'autre qui l'appelle. Il y a pas mal de classes comme ça, de méthodes dans le framework Android qui sont marquées comme ça. Je pense que là on a fait déjà pas mal dans le détail. On a fait un bon tour de tout ce qui était test unitaire, framework et librairie, etc. Voilà. Je crois qu'on a donné une bonne idée de à quoi ça servait, de comment on faisait pour faire en sorte de le faire quand même au boulot sans faire râler le patron. Alors le truc que vous allez voir, donc parce que voilà, on va peut-être juste mettre de côté une seconde les tests unitaires, parce que tout à l'heure on a cité des mots comme tests d'intégration, tests d'instrumentation, tests fonctionnels, et donc je pense que ça vaut un peu la peine de réexpliquer ce que c'est. Donc le test unitaire, je pense qu'on est assez rentré dans le détail, on va tester le plus petit morceau de code possible. Ensuite, au-dessus de ça, il faut imaginer ça un peu comme une pyramide. Donc le test unitaire, c'est la base, c'est le truc que vous devez faire. Si vous faites un test, c'est celui-là. Ensuite, au-dessus de ça, il y a le test d'intégration. Le test d'intégration, en fait, on va tester plusieurs petits morceaux de code entre eux. Donc en gros, l'idée, c'est que maintenant vous avez testé tous vos trucs, il faut s'assurer qu'ils fonctionnent bien les uns avec les autres. Donc ça va être le test d'intégration. Au-dessus du test d'intégration, il y a le test fonctionnel. Donc là, on va tester carrément des features complètes. Souvent, le test fonctionnel va être un test qui va inclure la UI. C'est pas forcément le cas, mais c'est souvent le cas. Et après, on a le test d'instrumentation qui est tout dessus, et ça, c'est le test en fait qui fait du test de la UI et qui instrumente le code de l'interface. Et pour ça, moi j'aurais dit justement le test fonctionnel va plutôt intégrer les appels réseau et les appels de base de données et ce genre de choses. Oui, voilà, aussi. Et donc pour les tests de UI, là en fait on a Espresso, dont on a parlé un peu plus tôt. Espresso est une librairie fournie par Google qui justement permet dans une API, une Fluent API, de trouver des vues, etc. Et voilà, clique dessus, fais quelque chose, assure-toi que le texte est affiché, et utilise Amcrest. Et donc Espresso utilise son runner à lui. Et c'est lui que vous allez trouver dans le dossier Android Test. Donc en fait, quand j'en parlais tout à l'heure de petits dossiers, quand vous créez un nouveau projet, on a Android Test, on a Main et puis on a Test. Et en fait, Android Test, c'est celui où il y aura, donc c'est le module Espresso, en général, enfin les tests qui vont s'exécuter sur device. Et Test, c'est les tests qui vont s'exécuter en fait dans la JVM. Et donc ceci, parce que là, ça me rappelle un point que je citais plus tôt, c'est que malheureusement, vu que dans la JVM, on n'a pas l'implémentation d'Android, toutes les classes que vous allez faire appel et qui se trouvent dans le jar Android n'auront pas d'implémentation. Il faudra toutes les moquer. Donc si vous avez un test qui dépend de contexte, eh ben pas de chance, il faudra moquer les méthodes qui sont appelées sur contexte. Pareil, un des exemples aussi qui revenait assez souvent, c'est la classe pair. La classe pair qui se trouve dans le package Android n'a pas d'implémentation. Donc soit vous allez devoir, si vous l'utilisez, vous allez devoir moquer le truc, ou alors il va falloir utiliser celle qui se trouve dans le AppCompat V4. Et ce genre de choses. Donc ça, c'est bien important à comprendre, c'est que les tests unitaires ce qui est lancé dans le dossier test s'exécute dans la JVM, donc n'ont pas les implémentations d'Android. Si vous voulez faire des choses qui ont besoin des classes Android, donc c'est-à-dire les bundles, les intents, le B64 encode qui lui est dans un static, si vous voulez aussi, voilà, le pair dont je parlais, ou le contexte, ou même les bitmaps et ce genre de choses, alors là, il faudra lancer vos tests sur Android. Il y a moyen de faire des tests unitaires sur Android, mais il faut savoir quand même que c'est beaucoup plus lent, puisqu'il faut qu'ils soient envoyés sur le device, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc à savoir. Alors, 2-3 petites notes. La première, c'est, je crois que je l'avais déjà dit, je crois que c'était pendant notre conversation avec Romain Guy, l'Android JUnit Runner ou le JUnit Android Runner, enfin celui-là, envoie des statistiques sur Internet à la fin du test. Donc si vous essayez de faire tourner vos tests sans Internet, ben
vous risquez de voir que ce truc-là prend un certain temps s'il n'y a pas de connectivité. Donc ça, c'est un petit truc à savoir. Moi, ça m'a bouffé les dents une fois. Maintenant, je le sais et je l'oublie plus. Autre chose, c'est qu'il faut savoir que, oui, à force d'écrire plein de tests unitaires comme ça, ben, on va se rendre compte qu'on va se retrouver avec énormément de tests, et donc on va se dire, oh mais mon Dieu, ça va prendre un temps dingue. En général, les tests unitaires vont très très vite, hein. On peut lancer des centaines et des centaines de tests en quelques secondes, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Quand ça devient un peu plus lent, quand on commence à injecter des tests d'intégration ou des tests fonctionnels qui, eux, vont avoir accès à une base de données ou à du réseau ou à d'autres machins comme ça, là, ça risque de prendre un peu plus de temps. Donc, c'est là que les outils tels que Jenkins et les CI, donc les serveurs de Continuous Integration, rentrent en main et sont très intéressants. C'est qu'on peut là, alors, définir, tiens, je voudrais bien qu'à chaque fois que je fasse un commit, tu lances mes tests unitaires, et puis toutes les heures tu fasses des tests d'intégration, et comme ça c'est le serveur qui ralentit et c'est pas nous, et nous on peut continuer à travailler, et puis après il nous envoie un mail pour dire ah tiens en fait il y a ton truc qui marche plus, etc. Donc ça aide simplement à avoir, d'où le nom, une certaine continuité. Mais c'est pas obligatoire évidemment, on peut le faire sans, mais c'est simplement des outils sympatoches. Donc voilà, test unitaire ça va très vite, test d'intégration, test fonctionnel ça peut aller plus lentement, et ce qui peut être encore plus lent évidemment, c'est les tests UI. Donc les tests, enfin en tout cas de mon expérience, les tests Android tests qu'on va mettre entre guillemets en tant que tests unitaires, mais qui ont besoin de certains composants, comme Benjamin vient d'expliquer, composants Android, peuvent aller relativement vite, pour autant que l'émulateur par exemple soit déjà allumé, parce que ce qui prend du temps c'est aussi le démarrage de l'émulateur. Donc si l'émulateur est allumé, bah, c'est tout à fait tolérable comme temps d'exécution. Par contre, les tests plus visuels, les tests de UI, là ça peut prendre un certain temps en fonction du test, évidemment, en fonction de la complexité du test, etc. Donc voilà, c'est à vous de jauger un petit peu, de voir un peu comment vous voulez gérer tout ça. Tous ces tests-là sont fonctionnels sur des serveurs d'intégration continue, tels que Jenkins. Donc il y a toute une série de plugins qui existent, qui permettent de lancer des émulateurs, de faire tourner les tests, de mettre les paramètres là où il faut, etc. Tout ça existe. Jenkins, c'est pas le seul, c'est juste celui qui est le plus connu, je pense, hein. Il y en a évidemment, enfin en tout cas de mon côté, il y en a d'autres, bien entendu. Il y a comme pour tout dans le domaine fantastique du test, il y en a d'autres. Mais j'avoue que je retombe pas sur les noms. Il y a Travis qui est un service payant mais qui est sur Jenkins. Voilà. Travis, il y a aussi donc le Hudson qui est le fork de Jenkins. Je sais plus lequel est open source et lequel ne l'est pas. Hudson c'est l'ancien. Ouais mais du coup il y en a un qui est passé en privé je crois, et du coup c'est pour ça que ah bah c'est Hudson alors. Voilà, ça va être Hudson. Alors après il y a aussi Bamboo qui est par Atlassian. Ah oui. Maintenant aussi Bitbucket a lancé Pipeline, donc il y a moyen de lancer cette test là-dessus, je pense. Donc voilà, ça c'est des exemples. Après, il y en a un paquet, ouais. Ouais, voilà, il y en a un paquet, ça c'est clair et net. Il y avait Buddy Built là aussi, il me semble. Ouais, c'est Fragmented qui en fait la pub, parce qu'ils sont sponsorisés. Bon, voilà. Le truc aussi, c'est que j'ai oublié de parler de ça, mais donc voilà, quand on a des tests qui incluent des trucs Android, il existe aussi Roboelectric. Ah oui. Pour ceux qui connaissent pas Roboelectric, ils ont commencé tout au début, c'était en fait leur but principal était de faciliter les tests UI sur la JVM, et donc par certains plugins, et donc en fait ils avaient une implémentation de pratiquement toutes les API Android faites pour Java, faites pour la JVM. Je l'ai utilisé au début, c'était pas mal. Maintenant le problème c'est que comme quand je l'utilisais au début, le plugin changeait beaucoup, donc à chaque fois ça cassait Gradle, il fallait tout réimplémenter, c'était un peu chiant à maintenir. Maintenant, ils se sont beaucoup plus focalisés sur, en fait, enfin, du moins ce que j'ai compris, ce que j'utilise plus, mais ce que j'ai compris, ils sont focalisés sur le fait de pouvoir avoir certaines implémentations, donc comme j'expliquais, les bundles, les intents, etc., pour pouvoir faire des tests unitaires avec les composants Android dans la JVM, pour justement que ça aille plus vite. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas exactement la même implémentation que les trucs Android, donc on est un peu dans le même principe que Mockito, c'est-à-dire qu'on peut leur faire confiance allez, à 90%, voire plus, mais maintenant, voilà, il est possible qu'il y ait des bugs, puisque c'est pas exactement la même implémentation qu'on trouve sur Android pour des raisons évidentes. Autre chose que je voulais dire aussi par rapport à Espresso, parce que bon, on en parle pas beaucoup, mais je pense que ça vaudra peut-être la peine d'en passer un épisode complet là-dessus si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à nous faire savoir. Mais depuis Android 2.2, il existe un enregistreur de test UI dans Android Studio.
Donc dans Android Studio, vous pouvez cliquer sur Record Test, ça va lancer votre émulateur avec le truc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que eux ont prévu ils vont ajouter plein de breakpoints pour vous dans le code Android. Et donc dès que vous allez cliquer quelque part, ça va trigger un breakpoint chez eux et ils vont pouvoir enregistrer. Ok, bah le gars a cliqué là, et donc ils vont écrire du code pour vous presque, dire voilà, première chose, je clique sur ce bouton-là, et puis ci et puis là, et ça va générer du code UI pour vous, qui est pas spécialement propre, mais qui est utilisable. Donc c'est un peu le hashtag no excuse, hein. Donc si vous voulez pas faire de test, ben, vous n'avez plus vraiment d'excuses. Non, vous avez juste un truc UI, vous cliquez sur les boutons et moyen de tester pas mal de trucs. Alors c'est pas 100% parfait, parfois il faut modifier un peu son code pour que ça fit dedans, mais c'est franchement beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant, parce qu'avant il y avait rien. Voilà. Non, un autre truc que je vais dire par rapport à ça, c'est qu'il existe aussi d'autres systèmes qui permettent d'écrire des tests, parce que là jusque maintenant on a essentiellement parlé de framework et de librairie, tout ça est écrit en Java, et là on se base sur le fait que les tests sont écrits par des développeurs. C'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que souvent on a des équipes de testeurs qui eux sont pas spécialement développeurs, on a aussi des gens, des managers ou des PO qui eux ne sont pas spécialement développeurs, mais ils aimeraient bien pouvoir écrire les tests, ou en tout cas les cas de tests qui vont bien pour que la story passe, pour que la story soit vérifiée, etc. Et pour ça il existe des outils aussi. J'en connais deux de tête, et le premier s'appelle Calabash, donc ça permet à des gens d'écrire du texte en anglais. Ça va générer une espèce de système qui permet de tester des applications Android, iOS, etc., de faire des screenshots, de tester toute une série de choses, et le texte, enfin le test qui est écrit, c'est de l'anglais, quoi. C'est assez lisible, c'est assez humain. Donc ça c'est un, et l'autre, c'est l'outil qui a été créé, je ne sais pas, je pense que c'est toujours le cas, qui est maintenu par notre notre père à tous, Bob Martin, qui s'appelle Fitness. Et Fitness, en fait, c'est une... oui, Benjamin vient de faire un signe de croix pour saluer son père, son père virtuel. Bob Martin, donc, qui a créé donc cet outil qui s'appelle Fitness. Et Fitness, en fait, c'est une espèce de CMS, donc un Content Management System, qui permet de remplir des cases, encore une fois en anglais, et qui va automatiquement générer, enfin automatiquement, c'est un grand mot, qui va, avec l'aide d'un petit peu d'huile de coude de développeurs, va permettre de générer des tests unitaires, et qui va permettre d'avoir toute une suite de tests fonctionnels, et qui va vérifier que toutes les stories sont vérifiées, etc., etc., etc. Donc, des outils pour les tests, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a, voilà, comme Benjamin l'a dit, hashtag no excuse. Il faut faire des tests. Je crois que c'est le mot de la fin. Faut faire faites des tests, les gens. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour les développeurs qui passeront après vous. Voilà. C'est ça. Il y a plein d'excuses pour pas faire des tests. Il y a plein d'excuses parce que ouais, c'est trop inclus avec la UI, etc. Et je pense que comme beaucoup, ça nous arrive tous de pas vouloir en faire, mais quand on en fait, quand on se force un petit peu, on se rend compte que le code est de bien meilleure qualité, qu'on oublie beaucoup moins les petits détails, et surtout on est beaucoup plus serein quand on modifie le code après. C'est surtout ça qui s'assurer que le code reste propre et que le code qui fonctionnait continue de fonctionner. On peut avancer en étant sûr qu'il n'y a pas de problème. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui en tout cas. Et si ça vous a intéressé, si on a dit des conneries, si vous avez quoi que ce soit à faire comme remarque, n'hésitez pas à nous contacter et à nous le dire. Et surtout si vous avez aimé et que vous voulez en entendre plus, parce qu'on pourrait continuer à en parler pendant des heures et des heures. On pourrait creuser plus Espresso justement, on pourrait creuser plus d'autres moyens de faire des tests et un peu ce qui va bien, ce qui va pas bien, etc. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir s'il vous plaît. On est joignable de plein de manières différentes. Donc voilà, nos excuses. Hein, voilà, avec carte de crédit, on est available 24 heures sur 24. Hein, mon lapin, si tu mets ta carte de crédit. Oui, c'est ça, on n'est pas désespéré du tout. Non, mais donc, par contre, oui, donc effectivement, voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour nous dire si vous avez aimé l'épisode, si vous n'avez pas aimé l'épisode. Si on a dit des conneries, peut-être, sûrement, faites-le nous savoir, on n'a peut-être pas été assez complet pour vous.
C'est fort possible. Vous êtes peut-être pas d'accord que les stubs, le mot stub ne sert pas à rien. Faites-le savoir. Hashtag stub, j'en sais rien. Stub matters. Voilà. On va lancer des hashtags dans tous les sens, tu vois. Donc faites-le nous savoir. Par ailleurs, nous serons présents au Android Makers à Paris le 10 et 11 avril. C'est le nouveau DroidCon, c'est le nouveau nom du DroidCon Paris. Voilà. Donc organisé entre autres par le GDG, non pas le GDG, le Paris Android User Group. Donc voilà, nous on y sera parce que ce sera sûrement un événement génial. Et donc merci aux organisateurs d'organiser ce genre d'événement. Donc voilà, si vous voulez nous voir, n'hésitez pas à venir si vous nous reconnaissez, on sera super flattés, on sera genre rockstar, même si vous êtes tout seul à nous reconnaître, ce sera génial. Et venez nous dire bonjour. Si vous aimez ce qu'on fait, on a d'autres épisodes qui sont trouvables sur www.androidleakspodcast.com. Et pour revenir 3 secondes sur le Android Maker FR, ils ont été assez fous de nous demander de faire un épisode en live. Donc voilà. Plus on est de fous, plus on rit. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Mais ça va être drôle. Je crois que ça va être drôle. En tout cas. Voilà. Après, donc j'en ai pas parlé parce que ça reste à confirmer. Donc ils nous ont contactés. Effectivement, nous on est chaud patate. On sait pas ce que ça va donner. Sûrement pas beaucoup mieux que ce qu'on fait maintenant, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Et donc voilà, venez nous voir. J'espère en fait, on voudrait bien que les gens participent aussi. Donc si on fait un truc live, ce sera pas juste nous, ce sera vous aussi. Donc venez nous voir. Oui, donc voilà, je disais, on a un site, androidleakspodcast.com, on a un Twitter, android_leaks, et vous pouvez nous contacter sur le site ou par Twitter, même par message privé, voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez. Et Yannick, si les gens veulent te contacter, toi particulièrement, comment peuvent-ils faire ? Alors, si vous voulez parler de Stub et de Power Mojito, c'est sur @Zoyan, THEYANN sur Twitter, ce sera le plus simple. Et toi, Benjamin, où est-ce que toi on peut te contacter ? Si les gens veulent me contacter, ils peuvent me contacter aussi sur Twitter, @xzan. Je me ferai une joie de répondre, comme d'habitude. Et ben voilà. Et je trouve que oui aussi on a oublié un truc très important, je trouve. Bonne année à tous, hein. C'est 2017, nouvelle année, tout ça. Et voilà, bonne année, c'est tout. Et joyeuse Pâques. Ouais, au moins on prend un peu d'avance. Ah. Bon, ça on n'oubliera pas ce coup-ci. On n'oubliera pas, c'est fait. Voilà. Donc écoute, je crois qu'il n'y a plus qu'à dire au revoir. Au revoir alors. Au revoir.